Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Moi je suis ravie de vous accueillir à ces rencontres. Alors, la nouvelle économie, l'économie numérique, le digital, est-elle un géant médiatique mais un petit poussé économique? À en juger par ce que pèsent les startups en France, on a plutôt l'impression que c'est un petit poussé, mais les GAFA ne sont-ils pas, au contraire, plus forts que les États aujourd'hui? Par ailleurs, nos modèles sociaux sont-ils pas dépassés face à l'ubérisation qui va de pair avec cette nouvelle économie? Faut-il en protéger l'industrie traditionnelle? Alors tous ces sujets sont au cœur de ce que nous vivons bien sûr aujourd'hui, et nous avons la chance, pour tenter de répondre à ces questions ce matin, d'accueillir Stéphane Boujna, PDG d'Euronext, Binta Tourendouai, qui est CEO d'Aura Group, Philippe Vidal, qui dirige le CIC, Rémi Weber, qui est président du directoire de la Banque Postale, et Jun Zhang, qui est professeur à l'université de Fudang, à Shanghai. Mais avant, bien sûr, de leur passer la parole, et conformément à la tradition et aussi à l'originalité de ces rencontres, je vais laisser donc Lionel Rago, qui est du Cercle des économistes, bien sûr, économiste de cette session, poser en 3 minutes un peu le cadre, la problématique, les réflexions que cette question lui inspire, sachant que Jean-Hervé Lorenzi, hier, a rappelé qu'il faudrait, à la fin de la session, proposer 2 idées pour résoudre la problématique posée. Donc ce sera à Lionel d'assumer cette lourde charge. Lionel, à vous. Merci Christine. Bonjour à tous. Je vais faire plus vite que prévu pour essayer de gagner du temps par rapport aux minutes qu'on a perdues. Donc comme ça a été rappelé, je vais essayer de situer un petit peu, c'est un vaste sujet qui nous est proposé, donc de le réduire en quelque sorte, et de le réduire autour de 2 questions principales qui structureront notre débat en 2 temps. Bon, l'intitulé, c'est Nouvelle économie. Nouvelle économie, elle est bien vieille aujourd'hui, hein. La nouvelle économie, c'est le terme qu'on utilisait dans les années 90 pour parler de la concomitance de la diffusion de l'informatique avec la reprise de la croissance aux États-Unis et en Europe. Et d'où la question à l'époque de est-ce que cette diffusion que j'appelle l'informatique, qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et des communications, les NTIC, ne seront pas à l'origine d'un nouveau cycle long de prospérité tel qu'on avait pu le connaître après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on avait appelé les 30 glorieuses. Est-ce qu'on n'avait pas devant nous 30 nouvelles années glorieuses qui s'annonçaient grâce à ces nouvelles technologies de l'information et des communications? Bon, l'histoire nous a montré que finalement ce cycle long s'est révélé très court et qu'il a guère duré plus longtemps que le cycle boursier qui l'a accompagné et qui s'est fini par l'effondrement du Nasdaq. Alors, ça revient aujourd'hui, pas tellement sous le nom de nouvelle économie, tel qu'on l'a mis dans l'intitulé, mais autour de ce que vous avez appelé l'économie numérique. C'est-à-dire que maintenant, on sait un peu mieux ce qu'il y a derrière. Et pourquoi ça revient? Parce qu'on connaît une nouvelle vague d'innovations qui sont liées justement à ces nouvelles technologies de l'information et des communications. Tout ce dont je vais parler n'existerait pas sans l'ordinateur, sans l'informatique. Et ces nouvelles vagues, vous les connaissez parce qu'elles sont dans vos foyers, elles sont dans vos entreprises. C'est le big data, c'est les objets connectés, c'est le blockchain, c'est l'intelligence artificielle. Tout ça d'ailleurs étant souvent un peu interconnecté. Et donc réapparaît en quelque sorte, je ne dirais pas ce fantasme, hein, mais cette question, est-ce que ce n'est pas annonciateur à nouveau d'une nouvelle période de prospérité, de gains de productivité qui vont relancer l'activité économique? Finalement, cette économie numérique, souvent on fait référence à une 3e révolution industrielle. Je vous rappelle que la 2e révolution industrielle, son vecteur principal était l'électricité. Et je trouve qu'il y a un parallèle assez important à faire entre ce numérique et l'électricité. Parce que tous les deux, finalement, ont des propriétés assez similaires. Si on avait intitulé à l'époque de cette 2e révolution industrielle, et même encore aujourd'hui, quel est le poids de l'électricité, du secteur électrique dans le PIB, je vous dirais il est infime, il est très faible. Hein. La production du secteur électricité dans la valeur ajoutée française, ce n'est pas grand-chose du tout. Par contre, ça a complètement révolutionné la manière de produire, la manière d'échanger, de consommer. Donc ça a complètement transformé l'économie. Donc ce n'est pas parce qu'un secteur, une innovation, dans sa version limitée, pèse peu dans la valeur ajoutée, qu'elle ne va pas être fondamentale pour l'ensemble des autres activités.
Et c'est ce qui est un peu au cœur de notre session. C'est-à-dire que si on... C'est le petit poussé économique. Le petit poussé économique, c'est de dire aujourd'hui, le secteur numérique, c'est-à-dire toutes les entreprises qui concourent à l'informatique, aux télécommunications électroniques, c'est-à-dire celles qui produisent des biens et services qui supportent le processus de numérisation, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est quand même pas non plus totalement un petit poussé, c'est-à-dire c'est 5 à 6% du PIB en moyenne dans les pays avancés. Ça peut monter jusqu'à 12% en Irlande. Ça a même eu tendance à légèrement diminuer cette part ces 10 dernières années dans un certain nombre de pays. Par contre, si vous prenez d'autres indicateurs, si vous prenez la recherche et développement, c'est un quart, c'est 25% de l'effort de recherche et développement qui se fait dans le secteur numérique. Et si vous prenez encore un autre indicateur, ça peut représenter 32% des exportations en biens, je dis bien en biens, pas en biens et services, mais en biens de la Chine. Donc, dans la création de richesse, 5-6%, dans l'effort de recherche, ça peut monter jusqu'à un quart et ça peut monter jusqu'à un tiers pour certains pays en matière d'exportation. Donc je crois qu'on ne peut pas vraiment parler de petits poussets. Et la première question, ça va être, mais en réalité, on a beaucoup de mal à mesurer ce secteur-là. On a beaucoup de mal à le mesurer pour trois raisons principales. La première, c'est que quand on veut mesurer une production, il faut qu'elle soit localisée. Hein. C'est la production de la France, c'est la production de l'Allemagne. Et vous voyez bien qu'on a affaire ici, on doit identifier des lieux de production, alors qu'on a affaire à une production, même à des échanges qui se font à distance, par des agents économiques qui sont disséminés dans plusieurs pays et qui collaborent à travers des réseaux informatiques. Alors ça, vous savez bien que c'est un des grands problèmes, parce que ça a une incidence fiscale très forte, donc on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'on arrive bien à mesurer qui est à l'origine de cette production? Le deuxième point important, quand je vous dis c'est 5 à 6% du PIB, c'est-à-dire tel que c'est mesuré par la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, elle va prendre l'activité, la valeur ajoutée nominale, et pour vous dire le réel, c'est-à-dire la vraie création de richesse, il faut qu'elle calcule le prix, l'évolution du prix. Et vous voyez bien que là, on a affaire à un deuxième problème important quand on s'intéresse à ce secteur du numérique, c'est qu'on a affaire à des produits qui sont très diversifiés, avec une différenciation horizontale et verticale très forte, et dont le renouvellement est de plus en plus élevé. Donc, on a beaucoup de mal à évaluer l'évolution du prix de ces biens. Et pour vous donner un petit exemple, alors qu'aux États-Unis, entre 2005 et 2016, les prix de l'ensemble des biens et services américains ont augmenté en moyenne de 1,4%, sur ces biens numériques, ils ont connu une baisse de 0,4%. Et il y a un véritable enjeu, on pense qu'on évalue très mal l'évolution des prix de ce secteur, et donc on a tendance à le sous-estimer. Et puis, troisième point, c'est que beaucoup des vecteurs de cette économie numérique, en particulier, ce sont des plateformes collaboratives qui ont la particularité d'être gratuites. Et donc, si c'est gratuit, ce n'est pas pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Et tout ce pan-là, du coup, n'est pas pris en compte dans la création de richesse, alors que c'est bien créateur de bien-être. C'est bien créateur de bien-être, et au contraire, ça a même tendance à faire baisser le PIB. Parce que ces plateformes collaboratives gratuites ont tendance à remplacer des services qui, eux, étaient marchands et qui progressivement disparaissent. Donc ça, c'est la première question. La deuxième ira très vite. C'est la première question. Est-ce qu'on a bien les outils qui nous permettent de mesurer à sa juste valeur, à la place exacte qu'a ce secteur numérique? Et la deuxième question, elle est triviale. Hein, c'est celle qui est transverse à la plupart des sessions depuis hier après-midi. C'est lié à la transformation numérique. Je reprends mon exemple de l'électricité. Eh bien, ce numérique est en train de transformer en réalité toutes les méthodes de production, les méthodes d'échange, les méthodes de consommation dans tous les autres secteurs. Donc même si c'est un tout petit poids en termes de PIB, ça a un poids énorme parce que ça change radicalement l'économie. Et là, on est dans le prospectif. On est vraiment dans le prospectif parce que, comme ça a été rappelé hier dans une session, les spécialistes du domaine nous expliquent qu'on n'a encore rien vu. Je vous ai parlé de big data, d'intelligence artificielle, etc. Ils nous disent qu'on n'est même pas à 5 à 10% des potentialités qui vont arriver dans les 4-5 ans. Ce n'est pas à l'horizon de 20 ans. Et donc, la deuxième question, c'est, elle reste ouverte, justement, hein, l'impact qu'auront ces nouvelles technologies. Est-ce que vous avez une vision plutôt techno-sceptique, c'est-à-dire que finalement, ça va être un peu comme la nouvelle économie. On en parle beaucoup, mais ça aura peu d'effet.
plutôt technosceptique comme Robert Gordon, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes techno-optimiste et vous pensez que ça aura vraiment un effet de relance dans la plupart des autres secteurs? Voilà les deux questions que je vous propose. Merci beaucoup Lionel. Donc on va donc organiser notre table ronde en deux petites sous-parties pour être plus vivant et puis pour que vous puissiez aussi poser des questions entre les deux sous-parties. D'abord, le numérique en tant que secteur économique proprement dit, petit poussé ou pas, et ensuite le numérique en tant que technologie diffusante, en levier de transformation de l'économie. Votre parallèle avec l'électricité, je trouve, est vraiment très très juste. Alors, on va commencer donc cette première sous-partie avec Stéphane Boujna. Donc, vous êtes PDG d'Euronext, je l'ai dit, à la tête de la principale place boursière de la zone euro. Vous avez fait une carrière dans la banque d'affaires, vous avez été un conseiller de Dominique Strauss-Kahn et vous avez fait partie, vous étiez membre de la fameuse commission pour la libéralisation de la croissance, dite commission Attali, qui a révélé notre président actuel, président de la République. Puis vous avez aussi été un des 6 fondateurs de SOS Racisme et le fondateur du think tank En Temps Réel. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et ça vous donne donc un regard particulièrement avisé pour observer le secteur de la nouvelle économie. Donc, est-ce que vous diriez que c'est un petit poussier économique ou... Ça marche même si on n'appuie pas? Je ne sais pas. Oui, D'ici, je n'entends pas, mais je crois que oui. Oui, ok. Voilà. Bon, on a 3 minutes, donc on va essayer de vous donner quelques données précises pour mettre en perspective cette question qui est... Moi, je suis radicalement opposé au titre de la session. Je pense que c'est pas gros, la nouvelle économie, c'est juste très gros. Et je voudrais insister sur un aspect de zoom, c'est-à-dire que, comme disent les universitaires américains, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence, mais en pratique, il y en a une. Alors, soyons précis. Il y a des chiffres que tout le monde connaît. C'est le rapport de la capitalisation boursière de ce secteur avec le PNB, mais je voudrais en citer 2 autres qu'on connaît moins et qui sont plus pertinents. Tout le monde sait que dans les années 90, Microsoft, Intel, Cisco et Dell, ça valait 3 milliards, au sommet de la valorisation, ça valait 3,3 trillions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PNB de la France et plus celui des Pays-Bas aujourd'hui. En 2018, là, la semaine dernière, le GDP de Google, enfin la market cap de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, c'est qu'à peu près 4 trillions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PNB de l'Allemagne. Et cela, contrairement à un mythe, sur des valorisations qui ne sont pas spectaculaires. C'est-à-dire que les multiples moyens du S&P 500, c'est 21 fois les résultats, et celui de ces boîtes-là est entre, disons, 18 pour Apple, qui est le plus bas, et 30, 35. Il n'y a que Amazon qui a des multiples complètement délirants. Donc il faut vraiment, on est dans une situation assez différente de la fin des années 90. Donc c'est très gros en capitalisation boursière. Si on prend nos amis chinois qui arrivent, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, ils font à peu près 1,2 trillion de market cap, c'est-à-dire à peu près le PNB de l'Espagne. Ça veut dire quoi? Alors, souvent on critique ce rapprochement en disant vous confondez des pommes et des oranges, des flux avec un stock, etc. Sauf que c'est des chiffres qui donnent... la market cap, c'est une mesure de la puissance. C'est la mesure de la capacité d'acquisition par une entreprise d'une autre entreprise. C'est la mesure donc de la capacité à déterminer le futur de groupes de gens et de projets industriels. Et aujourd'hui, les GAFAM représentent à peu près 92%, ces 5 entreprises, de toute la capitalisation boursière des entreprises d'Euronext. Pour vous donner un exemple extrême, AB InBev, qui est la plus grosse entreprise cotée sur Euronext, qui est une entreprise qui a son siège à Louvain, qui fait de la bière un peu partout dans le monde, qui vaut 198 milliards d'euros, a plus de 2 fois plus d'employés qu'Alphabet, Google, donc, et vaut 25% de la capitalisation boursière du groupe Google. Il y a 2 notions que je voudrais mettre en perspective qui sont moins souvent traitées, qui sont, elles, beaucoup plus pertinentes pour mesurer la transformation des lieux de puissance sur la planète. C'est le chiffre d'affaires. Parce que ça, pour le coup, si on compare le chiffre d'affaires d'une entreprise avec les recettes fiscales d'un pays, on a un vrai rapport de force. Et donc, la somme du chiffre d'affaires des GAFAM est égale à la totalité des recettes fiscales du Canada ou la totalité des recettes fiscales du Benelux. 650 milliards pour le chiffre d'affaires des GAFAM, 657 milliards de dollars pour les recettes fiscales du Canada, 641 milliards de dollars pour les recettes fiscales du Benelux. Et ça, on voit bien que ça a des impacts
très concrets sur lesquels je vais revenir en conclusion. La troisième notion, la deuxième notion moins souvent analysée, et qui est probablement la plus puissante, c'est la part de la dépense de R&D. Les GAFAM réalisent ensemble 17% des dépenses de R&D de l'Union européenne, autant que 17% des dépenses de R&D de l'Union européenne. Ou pour dire les choses encore différemment, 105% des dépenses de R&D qu'on réalise en France. Ces 4 ou 5 entreprises réalisent autant de R&D que toutes les entreprises françaises et la puissance publique en France. Donc on voit clairement que ça conduit à une concentration de puissance pour acheter les entreprises, pour absorber les talents. On a tous autour de nous des exemples personnels de comment ces GAFAM font leur marché parmi la botte des grandes écoles françaises chaque année. Et il y a donc un effet d'aspiration et d'éviction et de taxation du capital humain mondial par quelques entreprises privées. Et l'Europe, de ce point de vue-là, est tout simplement en retard. La technologie, les entreprises technologiques réalisent à peu près 17% de la R&D totale dans l'Union européenne, alors que les entreprises technologiques font 32% de la R&D aux États-Unis et 75% de la R&D à Taïwan. Et quand on revient à la market cap, on peut constater que les entreprises de technologie font un gros quart de l'indice S&P 500, donc un gros quart des grandes entreprises américaines, alors qu'elles ne représentent que 14% de l'Eurostoxx 500 et 10% du CAC 40. Donc clairement, il y a un dévissage qui, lui, est très important et qui, pour conclure, puisque le Premier ministre tout à l'heure s'est autorisé à citer Homère et Sénèque, moi je vais citer Thucydide, qui dit dans la guerre du Péloponnèse un truc magnifique, il dit « Se reposer ou rester libre, il faut choisir ». Et les grands pays le sont pour l'avoir voulu, les petits le sont pour s'y être résignés, les grandes entreprises le sont pour l'avoir voulu, les petites pour s'y être résignées. Et en réalité, la question de la manière dont on gère un enjeu de puissance, parce que peu importe, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance à l'échelle des 3 générations qui viennent, que la nouvelle économie soit l'électricité ou pas l'électricité, que ça a un effet macroéconomique ou pas macroéconomique. Mais si les lieux de décision de la vie des collectivités européennes se déplacent de manière rédhibitoire, c'est vraiment un sujet important et je voulais donc remettre cette question dans cette perspective de puissance. J'aime bien votre parallèle avec le chiffre d'affaires des GAFAM avec les recettes fiscales du Canada ou du Benelux, parce que les recettes fiscales, justement, eux, ils n'en fournissent pas beaucoup à ces pays-là. Bien. Binte Touré-Ndouaye, vous êtes depuis 2 ans et demi CEO du réseau bancaire panafricain Aura Group, qui opère donc dans 12 pays et 4 zones monétaires différentes. Et vous avez commencé votre carrière aux États-Unis avant de rejoindre le groupe Ecobank en Côte d'Ivoire. Vous avez grimpé tous les échelons jusqu'à la direction d'Ecobank au Mali. Et vous avez un MBA de l'université d'Oklahoma aux États-Unis. Alors votre regard, vous, sur la nouvelle économie en Afrique, notamment, nous intéresse, parce qu'à en juger par la diffusion d'Internet, et notamment Internet mobile, on peut avoir l'impression, le sentiment que les technologies sont en train de changer l'Afrique et de lui faire sauter quelques étapes. Mais peut-être d'abord, dans un premier temps, quel poids pèse la nouvelle économie sur ce continent? Merci bien. Vous venez de le rappeler, effectivement, je suis à la tête d'une institution panafricaine qui est présente dans 12 pays africains. Et il est très clair que pour nous, la question de l'économie numérique se pose autrement que pour vous, les Européens. Pour nous, c'est une formidable opportunité, en réalité, l'économie numérique, de faire du leapfrogging. Et la question se pose différemment, dans quel sens? Quand vous partez à partir d'un gap profond, il est très clair qu'il ne s'agit plus d'une transformation. Il s'agit de partir et de combler le gap en sachant que nous n'avons pas à traîner, si je peux m'exprimer ainsi, le poids des équipements, des matériels, tout ce qui est obsolète aujourd'hui. Nous n'avons pas ce poids à transformer. Donc c'est une formidable opportunité pour nous de passer d'un stade de l'inexistant à un stade formidable. Et c'est ce que nous voyons, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos pays, plutôt que de créer des infrastructures coûteuses pour nous, il nous revient, à travers le numérique,
de toucher les populations, de toucher les jeunes, les femmes, à travers l'éducation par exemple. Nous avons en Afrique la possibilité d'éduquer à distance, de ne pas investir lourdement dans les infrastructures. Alors il est très clair, comme je le disais tout à l'heure, que ces avantages qui découlent de l'usage massif du numérique concernent plusieurs domaines. J'ai évoqué le domaine de l'éducation. Le domaine de la télémédecine également nous permet de faire ce formidable bond en matière d'économie numérique. Et bien évidemment, je suis du domaine des finances. Les FinTech nous permettent effectivement également de combler ce gap formidable. Alors, il serait un peu injuste de dire également peut-être que l'économie numérique permettra de combler toutes les difficultés ou les contraintes de développement de nos pays africains et de surtout rattraper tous les retards en matière de développement. Il serait vraiment injuste de le penser. Alors, ceci ne veut pas dire pour nous que les Africains que nous sommes ne devons pas pousser dans le domaine du numérique, mais il est très important aussi de savoir que ceci viendra avec... Déjà, ceci viendra forcément avec la conscience, la prise de conscience que dans le secteur médical que je viens d'évoquer, qu'il nous faudra toujours du personnel soignant en termes de nombre et en termes de qualité, qui ne pourra jamais suppléer au manque des matériels. Je dirais également qu'il serait important pour nous d'avoir des réglementations assez strictes qui permettent, dans le domaine financier, de bien cadrer le numérique. Un exemple, c'est au Kenya, ce que nous avons vu récemment, c'est la création à travers un bond formidable dans le numérique qui est très certainement positif, mais c'est la création de bulles spéculatives qui mettent quand même en danger l'épargne publique. Donc pour nous, oui, très clairement, le numérique est un avantage à saisir, mais le numérique vient forcément de pair avec le secteur traditionnel, et pour nous c'est une vraie complémentarité plutôt que d'effacer complètement le secteur traditionnel. Merci beaucoup Binta. Vous pourrez compléter tout à l'heure lors de la deuxième petite table ronde effectivement ce panorama de l'effet en Afrique de la nouvelle économie. Alors Philippe Vidal, vous êtes directeur général adjoint et directeur effectif du CIC, au sein duquel vous avez fait l'essentiel de votre carrière, en charge de la banque privée, puis des activités de marché, et puis à la tête de la banque CIC Est. Alors quel est votre regard à vous sur ce secteur économique ? Par rapport à la question, c'est au fond quel est le poids de cette nouvelle économie. Je pense que, comme l'a dit Stéphane Boujna, c'est très important. Alors moi, ce qui me frappe le plus, c'est au fond l'effet de réseau. C'est-à-dire que tout le monde a cette expérience avec les différents outils que vous avez dans la poche, et plus ça va, plus il y a de gens de vos amis, des gens de vos relations qui sont liés, et plus vous arrivez à créer de la valeur ajoutée, parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de valeur ajoutée, plus il y a de services qui vous sont rendus. Et donc ça conduit à quoi? Ça conduit à un monopole. Et donc les monopoles, ou quasi-monopoles, sont évidemment très importants. Et s'ils ont la capacité à traiter beaucoup de données, ils ont une capacité à créer de plus en plus de valeur ajoutée et à créer de plus en plus de concurrence dans le commerce. Donc sur le commerce, on le voit déjà de manière très significative, hein, donc ça bouscule les acteurs classiques de nos grands distributeurs nationaux, donc ça tout le monde le sait dans le journal. Ce qui se passe en Chine est encore plus spectaculaire, et peut-être que le professeur en dira un mot tout à l'heure.
où là, l'accès à la donnée est encore plus massif, plus ouvert, et ceci permet à ces grands acteurs comme Alibaba, on m'a dit qu'Alibaba faisait du crédit à la consommation parce qu'ils ont l'équivalent de Mythique, et donc à partir de là, vous pouvez connaître le comportement de vos clients, et donc vous pouvez leur faire des offres. Voilà. Vous l'avez vu sur Amazon, qui fait du crédit à des petites entreprises qui vendent sur leur site, et donc ils connaissent le comportement de leurs clients, donc ils sont capables de détecter si les clients en question sont solvables, pas solvables, comment ils se comportent, et donc quelle est l'opportunité du besoin des clients. Donc à partir des données, il y a une transformation importante, et donc cette partie fonctionnement en réseau qui est pas neuf, mais qui donne effectivement une dimension aujourd'hui considérable pour ces acteurs, change complètement la donne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent d'autres petites sociétés, des startups qui évidemment ont besoin de clients, de structures pour se valoriser. Donc quand on a la puissance économique pour acheter, il n'y a pas de sujet, on en rajoute. Et ceci ne fait que renforcer le phénomène. Le deuxième élément que je voudrais peut-être souligner, c'est la difficulté qui était évoquée par Lionel Rago tout à l'heure dans son introduction, c'est que je pense qu'on ne peut pas mesurer dans les chiffres habituels de la macroéconomie l'impact considérable de cette transformation numérique. C'est immesurable parce que ça peut conduire à du PIB qui diminue. On ne voit, si on est dans le secteur de la banque, les clients ont accès à une information, une transparence qui est considérable. Donc finalement, les taux de crédit qu'on peut leur faire sont de plus en plus bas. Ils en bénéficient. Comment ça se traduit dans la macroéconomie? De manière très indirecte. Ça crée des effets de productivité qui ne sont pas directement comptabilisés. Donc tout ça, c'est une transformation importante. Et je crois que, pour moi, ce n'est pas des petits poussés, c'est un monde nouveau dans lequel nous devons absolument investir et nous habituer. Merci beaucoup, Philippe. Voilà qui est clair. Rémi Weber, donc vous êtes le président du directoire de la Banque Postale depuis 2013. Ça va ? Vous êtes aussi DGA du groupe La Poste. Et vous avez fait une partie de votre carrière à la BFCE, à la Banque Française du Commerce Extérieur, puis à la direction du Trésor, et puis vous avez été PDG du CIC Lyonnaise de Banque, puis membre du comité exécutif du groupe CIC. Alors, comment percevez-vous, vous, cette nouvelle économie? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais prendre cette terminologie de petit poussé économique qui ne paraît évidemment pas du tout adaptée, puisqu'il y a, comme Philippe vient de le dire, quelques géants et des millions de petits acteurs. Quand on prend les géants, finalement, le cas est presque réglé. Quand Jack Ma, le patron d'Alibaba, parle avec Jeff Bezos d'Amazon et qu'ils se disent tous les deux, au fond, à deux, on peut régler l'organisation du commerce mondial. On pourrait presque le lire comme une provocation. Il le pense vraiment. Monsieur le professeur va peut-être pouvoir le confirmer. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait énorme qui se passe, puisque là, nous avons finalement, avec l'émergence de ces géants, une remise en cause complète même de notre système capitaliste à certains égards, puisque l'économie numérique, elle est beaucoup moins concurrentielle autour de ces quelques grands géants, puisque le marché est plus concentré. Les outils classiques d'analyse de la concurrence ne sont pas adaptés à cette idée de plateforme d'échange. Il en va d'ailleurs de même avec les règles de régulation. Donc on est en train de vivre quelque chose qui est qu'à ses débuts et qui va entraîner beaucoup de modifications. S'agissant des millions de petits acteurs, là, la question de la capitalisation boursière, le nombre d'emplois et parfois même le niveau de résultats négatifs cumulés ne suffisent pas à apprécier l'impact de cette économie nouvelle. Au fond, on peut avoir un très fort impact, et je vais peut-être vous en donner deux exemples concrets, pour vous donner du concret. Dans nos métiers de la banque et de l'assurance, prenons les cas des comparateurs et des agrégateurs. Quand vous prenez les comparateurs, pour le crédit immobilier, il y en a eu beaucoup qui ont beaucoup fonctionné. Ce n'est pas tant ces entreprises en elles-mêmes, mais elles ont eu un impact extrêmement fort sur la baisse du PNB des banques,
sur ces métiers de la banque de détail, ce qui a beaucoup d'implications après sur l'accélération ou non de la fermeture plus ou moins rapide d'agences bancaires, etc. Tout ça n'est pas sans impact. Et donc sur le PNB de la banque de détail, et plus largement, dans ce contexte de baisse de taux, ils ont clairement eu un effet accélérateur de la redistribution de la valeur en faveur, évidemment, des emprunteurs. De la même manière, les agrégateurs, qui connaissent tous les agrégateurs, personne, mais ils ont été capables, vis-à-vis de la Commission à Bruxelles, de faire en sorte qu'ils aient un statut d'initiateur de paiement. C'est quand même une force incroyable et mise en œuvre pour la première fois dans le domaine bancaire de quelque chose qui pourrait être l'accès aux infrastructures essentielles, avec le droit d'accès aux comptes de paiement. Donc vous voyez, ce sont des évolutions extrêmement importantes et qui finissent par aller en germe vers une séparation des distributeurs et des producteurs. Enfin, il y a nous, je me prends une seconde, les entreprises qui se transforment. Nous sommes nous ne sommes pas encore des grands géants, mais nous sommes des grands acteurs de la révolution numérique dans nos métiers de la banque, de l'assurance, etc. Et en plus de ça, nous avons une responsabilité de transformation, et notamment de transformation sociale. Alors moi, pour finir, je vais citer mon dernier passage dans un de nos centres financiers de la Banque Postale, où mes équipes, les collaborateurs m'ont dit « mais maintenant, avec l'installation progressive de tous les nouveaux process, avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a encore un avenir ?» Et donc, je crois qu'il faut mesurer les deux. Merci. Jun Zhang, vous n'êtes pas un banquier. Vous êtes professeur d'économie et doyen de la School of Economics de Fudan University à Shanghai. Vous êtes une figure, une autorité parmi les économistes chinois. Et vous êtes particulièrement spécialisé sur le développement de l'Asie de l'Est, les changements structurels et la croissance de la productivité, la réforme des institutions et la croissance en Chine. D'ailleurs, comme 2 fois 3 minutes, ça va être très court. Ceux qui aimeraient en savoir plus sur toutes ces questions, vous avez écrit beaucoup de livres depuis 25 ans. Le dernier étant « La fin de l'hypercroissance en Chine » avec un point d'interrogation. Et il faut signaler qu'en 2018, vous avez reçu le prix Bergson de l'Association américaine for Comparative Economic Studies. Alors, votre regard, évidemment, sur le secteur numérique en Chine, qui a été cité plusieurs fois, nous intéresse au premier chef. Alors, est-ce que en Chine, le digital est un petit poussé économique? Is the digital economy an economic Tom Thumb or a giant in your country? Is it important as a part of GDP in China? Right. Let me take this. Right. The digital economy in China has been growing very fast. In terms of the growth rate, it could also, twice that, faster than the traditional and the total economy. I have some of estimate, of the digital economy in China. First, roughly speaking, about half of Chinese economy has been digitalized. According to the official number, it's something like 58% last year, of the total economy has been digitalized. Secondly, in terms of the capital investment, last year, around 1/3 of the capital investment has been into the new economy. And if you look at the research and development expenses in China, which is about 2.2% of Chinese GDP, it is about 13 to 15% of the R&D are actually on the new economy. And third, we have estimated the value added from ICT sector, which is accounted about 70.5% last year. And it's actually higher than the construction works in China. And if you look at the various sectors that is highly correlated with the new economy,
actually the total value added from such kind of the sectors would account for about 8.1% last year. So I think by numbers, digital economy in China is definitely becoming the very big economy in China. But I think the most dramatic change by the digital economy in the daily lives of the Chinese people would be in the consumption themselves. I think that there has been a lot of changes of the way of doing business and marketing, in China. And China is increasingly become the cashless economy. I don't carry any cash. When I go in China, I use my smartphone to pay almost everything. I pay tax, I pay the KFC, I pay my bill, and I pay actually, the money that I own to somebody. So cashless economy is actually, the biggest change of the Chinese, daily lives. And Chinese, actually there is an estimate of about 1.2 billion people in China using smartphone every day. So you can imagine, how important of the digital economy is to the daily life of the Chinese people. Thank you. Thank you. Absolutely. Thank you, Professor. It's amazing. On va prendre deux questions juste tout de suite entre les deux parties du débat, même si la deuxième partie sera plus rapide que la première. Est-ce qu'il y a deux questions dans la salle? Sinon, on continue. Oui. Pardon, il y en a une là et une là, je crois. Une question très brève, peut-être pour Euronext. Vous parlez du retard, mais du retard de l'Europe. Est-ce que le mot retard a encore un sens? Puisque le retard, ça suppose qu'on peut rattraper. Est-ce qu'il ne faut pas se placer dans un contexte, voir les choses de l'autre côté? Merci. Ça, c'est sûr que la résignation est toujours une option. Hein. Mais bien sûr que... je ne sais pas comment répondre autrement que très conceptuellement à votre question. Oui, nous sommes en retard, et tant que nous sommes en vie, nous pouvons tout faire. Et donc, il y a des actifs européens qu'on peut citer, ils sont nombreux, mais il y a aussi un discours de régulation qu'il faut avoir. On passe énormément de temps dans l'Union européenne à ciseler la régulation de certains monopoles, ou la dérégulation de certains monopoles, en matière de télécom, de transport, de ferroviaire notamment, d'autoroutes, etc. Et puis on a là quelques entreprises qui ont désintermédié, qui ont créé une très grande concurrence en dessous pour le bénéfice des consommateurs évident, pour tout le monde en dessous, sauf pour elles-mêmes. Donc on a un monopole de fait extrêmement puissant, qui a plein d'implications fiscales, commerciales, de comportements qui relèvent dans une certaine mesure, dans certaines niches d'abus de position dominante, etc. Et donc il faut simplement les traiter, comme l'a dit très justement Rémi, en adaptant les valeurs, la théorie générale du capitalisme qui suppose un degré de concurrence aussi puissante possible, à des situations qui sont nouvelles et qui ne sont pas forcément capturées dans le droit actuel de la concurrence. Donc on va y arriver si on en a envie, mais Thucydide, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Il y avait une deuxième question, et dernière, pour cette partie. Attendez, le micro arrive juste derrière vous. Ici, juste devant. Bonjour. Je m'adresse à M. Boujna et à M. Weber. M. Boujna, vous avez parlé de mesures de puissance. Quand vous avez parlé des GAFA, vous avez évalué à 4 trillions de dollars. Et M. Weber, vous avez parlé de l'effet d'accélérateur de la valeur. Ça me paraît un petit peu contradictoire, ou pas, vous me le direz. Ma question est très simple. Est-ce qu'on peut considérer qu'on assiste à un contre-pouvoir? Lequel, à quelle fin, quelles sont ses limites et quelles sont les barrières que l'on peut opposer, étant précisé, vous en avez parlé tout à l'heure, madame, que la question fiscale
le paiement des impôts de ces GAFA qui font beaucoup de chiffre d'affaires, ce n'est pas leur préoccupation essentielle. Alors, pourquoi mesurer une telle puissance sans contrepartie pour les politiques et pour les États? Allez-y, et Rémi Weber ensuite, très rapidement. Très brièvement, je l'ai dit, il y a 3 mesures de la puissance. La capitalisation boursière qui détermine la capacité à acheter d'autres projets, le chiffre d'affaires qu'on peut rapprocher aux recettes fiscales d'un certain nombre de pays, et surtout, le plus important, la part de la dépense de R&D de ces différents acteurs, qui a un effet, lui, pour le coup, cumulatif, c'est une aspiration à talent du reste de la planète. Et évidemment, la réponse, elle est réglementaire. Alors pour le moment, il y a un début d'effort par la fiscalité, mais vous savez, la fiscalité dans les démocraties, c'est un sport d'adultes consentants. Vous et moi, en gros, pour le système d'exploitation, on a probablement Microsoft sur notre ordinateur. Pour le smartphone, beaucoup d'entre nous ont Apple. Et pour le moteur de recherche, on a tous Google. Donc, il suffit d'avoir envie de s'en occuper. Je veux dire, on peut faire des grands débats nationaux sur est-ce qu'il fallait enlever l'IFI à côté de l'ISF, etc. Et puis laisser à côté l'éléphant qui est le prélèvement obligatoire auquel on consent tous par l'adhésion à cet univers numérique. On peut aussi avoir Quant comme moteur de recherche sur son téléphone. Hein. Oui, oui. C'est mon cas. Rémi Weber. Sur l'effet d'accélération de la redistribution de valeur en faveur des emprunteurs, c'était juste un exemple précis à partir des comparateurs qui sont de petites structures et qui ont eu un impact extrêmement important sur nos comptes de résultats à nous, banques institutionnelles, entre guillemets. Et c'était juste à ce titre-là que j'ai parlé de redistribution de valeur. Alors, on passe maintenant à cette deuxième partie, c'est-à-dire le digital en tant que facteur de transformation de l'économie, mais on en a déjà un peu parlé, donc on va aller très vite et je vais vous demander chacun de vous limiter à une idée chacun pour que tout le monde puisse parler. Et on commence à nouveau par Stéphane Boujna. Donc, non, je vais très bref là-dessus, mais la principale difficulté pour chacune des entreprises qu'on représente, c'est comme ça que nous on fait chez nous, c'est de faire le tri entre 3 choses. Quand arrivent ces nouvelles transformations numériques, de distinguer ce qui relève du buzz pur, donc du monde de PowerPoint et des consultants et qui ne va pas survivre longtemps, ce qui relève de l'enabler en termes de gain de productivité, ce qui fait qu'on va faire mieux, plus vite, moins cher, des choses qu'on fait déjà sans les transformer vraiment, et puis ce qui va vraiment transformer notre business model, c'est-à-dire permettre à des gens qui ne vendent pas des choses à nos clients de le faire à notre place, et qui donc sont des vraies menaces ou des vraies opportunités pour nous d'aller piquer du business à des autres grâce à ces outils. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un écart entre une masse d'informations, d'idéologies, de buzz, et qu'il faut faire vraiment ce tri-là. Et dans chacune de nos entreprises, c'est bien ce dont il s'agit. Alors c'est un peu conceptuel, pardon, mais ici on n'a que très peu de temps, c'est la grille qu'on s'impose, nous, pour essayer de sortir de ce monde-là des vraies décisions d'investissement, de recrutement et d'allocation de ressources. Binté Touredouaille, Eurogroupe. Oui, merci. Je disais tout à l'heure que la nouvelle économie pour nous en Afrique est une composante de la vieille économie. Elle est plus que ça, effectivement, elle est un accélérateur et je pense que les panélistes l'ont évoqué. Je dirais principalement 3 choses. Hein. La première, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, est un playground vraiment formidable pour la nouvelle économie. Je vais vous donner, si vous le permettez, quelques chiffres hein, pour vraiment illustrer ce formidable bond que nous pouvons accomplir et que nous sommes en train d'accomplir en Afrique. Il y a quelques années, en 90, le taux de pénétration de la téléphonie était inférieur à 3%. 3%, inférieur à 3%. Aujourd'hui, l'Afrique compte plus de 850 millions d'abonnés. Formidable bond. Je vous donnerai un autre indicateur. Les principales levées de fonds aujourd'hui en Afrique sont réalisées dans le domaine des fintech. Aujourd'hui, 19%, près de 20% des levées de fonds sont réalisées, enregistrées pour le domaine fintech. Ça représente à peu près un peu moins d'1 milliard de dollars d'investissement. Je terminerai en évoquant les statistiques qu'aujourd'hui, plus de 50% des comptes de paiement sur mobile se trouvent en Afrique.
Donc nous sommes passés de façon phénoménale il y a quelques années entre un quasi-champ inexistant à une formidable opportunité aujourd'hui pour accélérer la croissance. La deuxième chose que je voudrais dire, et ça s'inscrit véritablement dans la stratégie d'une institution panafricaine comme la nôtre, c'est de pouvoir profiter des services bancaires, notamment mobiles, pour collecter de l'épargne. Nous ne voyons pas simplement l'économie numérique en termes simplement on va dire, d'échange de flux, mais c'est également pour la collecte de l'épargne. C'est ce qui se réalise dans un pays comme le Kenya, qui a vu une formidable également opportunité de collecte de ressources pour pouvoir financer effectivement son économie. Et ça, c'est un moyen pour nous, très très clairement, de voir les retours positifs de l'économie numérique. La dernière chose que je vais dire, très vite, c'est de dire que l'économie numérique, les projets numériques ne doivent plus être vus justement comme des projets. Ça doit être vu comme des parties intégrantes aujourd'hui de nos économies traditionnelles en Afrique. Merci. Merci Binté. Qui a ses supporters. Philippe Vidal. Oui, juste de donner un exemple d'application de transformation numérique, parce que finalement toutes les entreprises ont l'obligation de regarder très attentivement comment on s'adapte à ce nouveau monde. Et pour une banque qui traite de l'information, c'est naturel, et cela depuis de nombreuses années. Donc pour nous, c'est tellement stratégique que l'essentiel des développements est d'ailleurs fait en interne. Alors, ce que l'on a décidé de faire depuis à peu près 3 ans, donc on a pris une décision qui a été faite en mai 2015, c'est d'installer l'intelligence artificielle, qu'on préfère appeler des technologies connectives, c'est-à-dire c'est au fond de la connaissance, c'est l'enrichissement des capacités d'action pour nos commerciaux, et de le faire de manière très industrielle, parce qu'on est un groupe avec 70 000 personnes, il y a 20 000 salariés dans les réseaux. Et donc, on a déployé aujourd'hui, donc quasiment 18 mois après le démarrage, 3 applicatifs qui sont des évolutions lourdes que chacun peut comprendre. La première, c'est comment on traite des mails. Aujourd'hui, les clients conversent avec leurs conseillers, avec leurs banques de plus en plus par des envois de mails, de chat, on n'aime pas trop, il faut que tout ça soit sécurisé quand même, donc des mails avec donc une obligation de réactivité de compétences qui est forte. Donc comment arriver à faire en sorte que dans la foultitude des mails qui arrivent sur les boîtes de nos conseillers, on soit efficace, productif, qu'on arrive à répondre rapidement. Ça, c'est un sujet que l'on a adressé, qui aujourd'hui est bien avancé et qui nous permet effectivement de gagner de la productivité. On estime qu'on aura l'équivalent de 10 jours de travail par an pour chaque conseiller. Il y a un petit effet d'apprentissage, mais ça, c'est démarré. Et puis, il y a toute la connaissance, la masse de données que l'on demande à nos conseillers de traiter, puisqu'on est banquier, on est assureur. Dans toutes les gammes d'assurance, on vend des téléphones mobiles qui permettent de payer et tout ça. On vend de la télésurveillance. On vend beaucoup de produits. Et donc, comment faire en sorte que nos conseillers soient performants et aussi informés au moins que nos clients, parce que les clients ayant eux-mêmes accès à beaucoup d'informations sur Internet connaissent beaucoup de choses et donc sont déjà à très bon niveau. Donc, il faut qu'il y ait cette intelligence augmentée, cette capacité de connaissance accrue, que l'intelligence artificielle permet effectivement de résoudre. Et ça nous a demandé de créer une équipe ad hoc qui mélange à la fois des techniciens et des gens de métier, les meilleurs possibles, de façon à avoir des bonnes réponses là-dessus. On appelle ça une connective factory. Voilà. Vous nous donnerez la recette. Vous nous donnerez la recette pour les mails tout à l'heure. À la sortie, ça nous intéresse tous. Rémi Weber, de la Banque Postale. Sur une partie de ce que vient de dire Philippe, donc je ne le répéterai pas. Retenez que chez nous, sur une trentaine de grands processus,
Nous les avons tous mis en mouvement en intégrant tout ce qui peut être fait en termes de robotisation, d'intelligence artificielle et d'organisation des processus eux-mêmes. Et nous le faisons, au fond, dans l'idée de dire, bassin d'emploi par bassin d'emploi, comment on va installer progressivement l'ensemble de ces processus et de ce qui va avoir un impact très fort en termes de productivité sur l'ensemble de ces sites, pour qu'on puisse le faire dans le départ naturel des femmes et des hommes dont nous avons la responsabilité. Donc bassin d'emploi sur 25 sites au plan national, puisqu'au total, vous savez que notre groupe, c'est 250 000 personnes, dont un peu plus de 70 000 sont dans l'environnement de la banque postale. Sur la partie banque digitale, nous sommes également en développement extrêmement fort, et ça rejoint ce que nous a dit notre ami professeur, de ce compagnon qui est avec nous, mais ce n'est pas tant des données, des applications bancaires qui vont sur un téléphone, c'est tout simplement une place de marché avec du bancaire et du non bancaire. Et s'il y a un domaine dans lequel nous sommes en avance en Europe, c'est quand même à la fois la protection du consommateur, puisqu'avant on se trouvait très en retard, et aussi dans nos mondes la sécurisation des données. La sécurisation des données, pour nous, c'est évidemment important. Nous essayons de résister, nous résistons plutôt bien dans l'environnement bancaire, au piratage. Quand vous êtes dans le monde des entrants, évidemment, vous êtes également sensible au piratage, mais ce n'est pas votre principale question, puisque la donnée, c'est votre marchandise. Il n'y a que par elle que vous gagnez de l'argent. Nous avons ce temps d'avance qui consiste à dire la sécurité des données, c'est précieux pour nos clients, même s'ils ont parfois l'impression que l'usage est tellement facilitant qu'on peut tout donner et tout mettre partout sur la net. Ça va changer, je crois que nous sommes là-dessus en avance, et ça nous permettra de faire tout un ensemble de rattrapage. La banque digitale de la banque postale sera citoyenne, digitale et citoyenne, puisque nous la ferons vivre avec des projets, avec notre filiale KissKissBankBank, qui mettra des projets en permanence autour qui fassent du sens, parce que nous avons tous besoin de sens, des projets qui fassent du sens et qui nous permettront, avec le plus grand nombre, de développer ça. Je veux maintenir une boulangerie dans cet endroit. Vous voyez, on est à la fois digital et humain. Digital, on le sera tous. Humain, qui le restera. Voilà une belle phrase de conclusion. Professor Zhang, the digital economy as the third industrial revolution? Well, I think that the digitalization would really change the way we perceive the role of the market, because we usually will understand the market develop because there is a very serious information asymmetry in the economy. But the digitalization of the economy would actually address that issues, in a directer way. So there would be possibility that, the market would become thinner rather than, getting thin. So I think it is also possible in some of the, areas where, consumer can get what they wanted from the supplier without the intermediaries, specialized intermediaries in the market. So the market actually going to getting thinner. And since all the value, in terms of the monetary accounting is based on the market transaction, so I think digitalization of the economy would actually downplay, the market value, the market transaction value, which I think would explain why the growth of GDP, may decline, because of the, digitalization of the economy. So my concern is that whether or not we really understand how markets works under the digitalization, of the economy. Thank you. Thank you, Professor. On va prendre juste 2 questions avant que je laisse le mot de conclusion à Lionel Rago. Est-ce qu'il y a 2 questions? Ou déjà une pour commencer? Non? Ah non, Madame me rappelle à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien. Eh bien, Lionel, je vous laisse le mot de la fin. Désolé, on a commencé avec 10 minutes de retard, mais on est obligé de respecter le temps.
Alors, bon, mais on pourra répondre à vos questions dehors. Donc, elles ne seront pas collectives. Donc, en 2 mots, finalement, quand on a écouté la discussion, on n'a pas entendu parler de petits poussets, on n'a pas entendu parler de géants. Donc, le titre pose un problème. Néanmoins, l'idée du petit pousset n'est pas si ridicule que ça. Parce que ce n'est pas un petit pousset qui a semé ses cailloux pour arriver au secteur du numérique. On a un petit pousset qui a semé ses octets dans chacun de vos maisons, appartements, qui a semé ses octets dans chacune des entreprises, dans les administrations publiques, et qui est en train de faire de tout ça son foyer. D'où le géant, en quelque sorte, d'où le géant. Donc, c'est le premier point, c'est que contrairement à la nouvelle économie, j'ai entendu aucun techno-sceptique, on est bien à l'aube d'une grande métamorphose, et pas transformation, mais à l'aube d'une grande métamorphose liée au numérique. Et c'est en ça que c'est différent de la nouvelle économie. Deuxième point, ces géants, ça a été évoqué, ça renvoie à la notion de puissance financière, mais puissance, je ne vais pas dire politique même, puissance sur la société, puisque ça renvoie à la vie en collectivité. Et c'est là où on a une deuxième différence. Donc première différence, vraie transformation par rapport à la nouvelle économie. Deuxième différence, c'est par rapport à l'exemple que j'avais pris de l'électricité, la deuxième révolution industrielle. Là aussi, on a eu une concentration. Il a fallu créer cette infrastructure qui était physique, qui était très coûteuse et qui a donné naissance partout dans le monde à un monopole. Et on voit apparaître ces monopoles ici, mais c'est là où on a une deuxième différence fondamentale, c'est que ces monopoles liés à l'électrification, ces monopoles de la première révolution industrielle qui étaient liés au chemin de fer, c'était à cause de ces coûts fixes énormes de création d'infrastructures. Et c'est ce que le numérique vous permet, c'est de sauter cette étape-là. Et ça va être beaucoup plus compliqué de lutter contre cette concentration et ces monopoles. Là, c'est un problème de coût fixe. Une fois que l'État l'a pris en charge dans la plupart des pays, après, on a déconcentré, puisqu'il n'y avait plus à prendre en compte ce coût fixe. Là, on n'a aucun coût fixe. N'importe qui d'entre vous, avec 5 000 €, peut créer la plateforme qui va révolutionner un marché. Donc, il n'y a pas de question de coût fixe. Ce qui crée le monopole, c'est les consommateurs. Ce n'est pas le côté offre. Pourquoi on veut la concentration? Pourquoi on va aller sur Airbnb? Parce que c'est là où on aura toutes les offres. Lionel, ne vous laissez pas emporter, je crois qu'on vous attend.